J'espère que vous me voyez bien. C'est la première fois que je vais tourner de nuit et dans une ambiance un peu horreur mais à la fois chill je dirais parce que j'aime pas trop tout ce qui tourne à l'horreur, tout ce qui est vraiment terrifiant on va dire. C'est pour ça que l'histoire d'aujourd'hui je vais vous l'amener calmement, je vais pas vous l'amener en mode gros thriller flippant, vous voyez, parce que c'est pas mon délire. Donc je vais vous l'amener tranquillement, mais c'est une histoire qui est assez choquante et qui est assez dure. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette histoire aujourd'hui? Puisque tout simplement j'ai vu que l'histoire de Delphine Jubilard vous avait pas mal plu. Donc je me suis dit pourquoi pas retenter un peu ce type de concept, si ça vous plaît, pourquoi pas continuer là-dedans. Donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme. Cette histoire m'a été proposée par quelqu'un de proche qui habitait dans cette commune. Je sais pas trop si je peux le dire en fait, mais qui habitait vers là-bas en tout cas, et qui a entendu parler de cette histoire et qui m'a dit bah tiens Léna, ce serait cool que tu parles de ça. Donc je vais en parler aujourd'hui. Ça va être très compliqué pour moi, c'est très flippant de se retrouver dans la nuit à filmer comme ça et de parler de choses assez horribles. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Il avait disparu dans l'est de la Somme en 2012. Il a été séquestré et torturé pendant plusieurs semaines. Son corps a été découpé et brûlé et 5 suspects sont à l'heure actuelle en prison pour cette histoire. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Christophe Rambourg. J'entends des bruits dans mon appart, ça me fait flipper. On va y arriver. Christophe Rambourg, et de ce que j'ai pu trouver, parce que j'ai trouvé très peu d'informations sur lui, c'était un maître chien âgé de 25 à 30 ans qui vivait chez ses parents à Épeville dans la Somme. Fin 2011, Christophe il va partir de chez ses parents et il va pas forcément prévenir pour rejoindre en fait des amis de longue date, un couple franco-cambodgien qui habite à Villers-Faucon. D'ailleurs dans le quartier il faut savoir donc que ce couple a pas forcément une bonne réputation. On sait qu'il a été là-bas parce qu'il a été vu par des gens. Il a quand même appelé son père le lendemain pour dire qu'il allait passer la semaine là-bas pour le prévenir, ce qui est normal. Mais ce que son père va pas se douter directement, c'est que le jeune homme ne va jamais revenir. Son dernier signe de vie auprès de ses parents date du 2 janvier 2012 où en fait il a appelé son père pour lui souhaiter la bonne année. Plus de temps passe, plus il commence à s'inquiéter car ils n'ont aucune nouvelle de son fils et il décide donc d'aller à la gendarmerie pour déposer une disparition. Et en même temps ils ont évoqué à la gendarmerie les soupçons qu'ils avaient envers le couple justement franco-cambodgien en disant que c'était des personnes assez suspectes et que du coup la dernière personne chez qui il savait que son fils était c'était là-bas, donc il fallait qu'en fait les gendarmes à y voir, mais je pense qu'ils l'ont pas pris directement à la lettre car ils n'y sont pas allés tout de suite. Début 2012, leur inquiétude grandirent et ils irent de plus en plus à la gendarmerie pour savoir où ça en est, est-ce qu'ils ont des nouvelles, est-ce qu'ils ont trouvé des preuves. Et ils insistent aussi beaucoup pour qu'ils aillent fouiller chez les Cambodgiens. Ils sont sûrs qu'il doit y avoir une piste là-bas, qu'il doit y avoir quelque chose qui va les ramener vers leur fils. Après 7 mois d'enquête, ça y est, les gendarmes de la section de recherche de Péronne et de la section de recherche d'Amiens viennent de résoudre une affaire criminelle hors norme par son atrocité. 5 personnes âgées de 25 à 30 ans sont impliquées dans l'affaire, c'est énorme. Soit 2 frères, une sœur et leur concubin, donc je vais vous dire directement les noms et après je vais les appeler par leur statut social on va dire parce qu'ils ont des prénoms qui se ressemblent énormément. Donc il y a d'abord les 2 grands, Narin qui est le grand frère, Nari qui est la grande sœur et Narvin qui est le petit frère. Il y a également le concubin du grand frère et de la grande sœur qui sont accusés et donc ils sont mis en garde à vue. Et c'est là en fait où on va tout apprendre puisqu'ils vont tout avouer lors de cette garde à vue. Le jeune homme qui habitait à Épeville va être torturé et séquestré pendant plusieurs semaines et il va finalement décéder. Alors on peut se poser la question de comment Christophe est décédé et en vrai au début on savait pas trop. On pensait que c'était suite justement aux blessures qu'il avait eues suite aux actes de violence qu'il avait subis ou sinon qu'il y avait une des personnes qui avait décidé de mettre fin à ses jours mais on savait pas réellement. Ce qu'on est sûr par contre c'est que le calvaire de Christophe a été très long, voire même interminable et il a été aussi fait à 2 endroits différents. D'abord dans une habitation à Villers-Faucon et ensuite dans un appartement à Longo dans la région d'Amiens. Le grand frère serait la figure principale de cette sordide affaire
puisque selon une source proche, il présenterait le portrait type entre guillemets. Il faut savoir que c'est une enquête assez insolite. Pourquoi? Puisque tout simplement en fait on n'a jamais retrouvé le corps de cet individu et toute cette enquête s'est basée en fait sur des témoignages et notamment sur les témoignages des suspects. Donc on n'a pas vraiment pu avoir recours à toutes les techniques scientifiques modernes. Suite à tous ces aveux, les 5 suspects sont mis en examen pour différents motifs, certains pour séquestration, homicide volontaire, torture, barbarie et d'autres pour dissimulation de preuves et non dénonciation de crime. Tous ont été écroués et encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Alors il y a eu 2 reconstitutions des actes pour montrer en fait ce qu'a subi Christophe et pour notamment que les autorités comprennent un peu mieux les faits, ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Donc la première, ça a été dans l'appartement 61 bâtiment C à Longo. Ça s'est fait en juin 2015, donc il y a 3 véhicules pénitentiaires qui sont arrivés avec les 5 suspects. À savoir que c'est la première fois que les suspects revenaient sur ce lieu. Ce bâtiment, plutôt cet appartement, c'est là où habitait la grande sœur avec son concubin, Gilles Lefebvre. Et c'est également là que la victime a été séquestrée et violentée. En juillet, l'autre volet le plus horrible aura lieu dans la maison à Villers-Faucon où habitaient le grand frère et sa copine Coralie, mais ça on en parlera juste après. Alors dans cet appartement, ils vont reconstituer tous les actes qui ont été faits sur la victime. Il faut savoir également que les versions des suspects divergeaient énormément. Ils s'accusaient l'un et l'autre, un peu comme pour se déculpabiliser des faits on dirait. Christophe Rambourg aurait été amené à Longo car le grand frère devait s'absenter quelques jours de Villers-Faucon et donc il fallait qu'il garde un œil sur lui, donc ils ont décidé de l'emmener à l'appartement de sa grande sœur. En ce qui concerne combien de temps Christophe y serait resté dans l'appartement, c'est un grand mystère. Alors à vrai dire ça a été dit, mais il y a eu tellement d'avis divergents sur la question qu'en fait on ne sait pas vraiment. Je vais vous dire à peu près ce qu'il subissait dans l'appartement sans trop non plus rentrer dans les détails. Il dormait sur une couverture à même le sol. Il était régulièrement ligoté et frappé. C'est dans cet appartement d'ailleurs qu'il a été blessé au coude car il a reçu en fait un coup de couteau par apparemment la grande sœur et celle-ci aurait dit que cet acte n'était pas volontaire donc elle n'aurait pas nié le fait, hein, elle l'aurait complètement accepté parce qu'à partir du moment où on parle comme ça c'est qu'on accepte ce qu'on a fait et qu'on dit ok on l'a fait vous voyez, mais par contre elle dit que ça n'était pas volontaire alors ok. En ce qui concerne les parents de Christophe, ils n'ont pas souhaité assister à cette reconstitution, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est assez compliqué quand même de savoir tout ce qu'ils ont fait à leur enfant. Moi à leur place j'aurais juste une envie, c'est de les... Voilà. On arrive à la 2e reconstitution, donc à la maison de Villers-Faucon, là où le corps a été découpé et brûlé. Donc ils font cette reconstitution un mois après, en juillet, pour savoir pourquoi et comment ils se sont débarrassés du corps. Apparemment, le couple, donc le grand frère et sa copine, auraient retrouvé le corps de Christophe sans vie, en plein milieu de la pièce à vivre, au matin d'un jour de janvier. Outre le fait que Christophe est décédé, ce qui n'avait pas d'ailleurs l'air de tant les choquer que ça, ils ont donc déplacé le corps puisque en fait il faut savoir qu'ils avaient 5 enfants et que leur enfant ce jour-là avait école donc ils devaient descendre dans la pièce à vivre pour pouvoir manger leur petit déjeuner et donc il ne fallait pas qu'il y ait un corps d'une personne morte en plein milieu. Donc bon voilà, ils avaient l'air un peu de s'en foutre qu'il soit décédé, mais juste ils voulaient pas que leur enfant le voie. Et donc comme je le dis, la solution qu'ils ont trouvée c'est de traîner le corps jusqu'à la salle de bain. Et donc après avoir traîné le corps jusqu'à la salle de bain tranquillement, ils ont fait le petit déjeuner à leurs enfants, puis après ils sont partis à l'école, comme si de rien n'était. Donc effectivement c'est là en fait où on va apprendre suite donc à toute cette reconstitution qu'il est bien mort à cause des violentes tortures qu'il a subies, en tout cas à cause des blessures, des séquelles qu'il a eues, il ne pouvait pas y survivre donc il est décédé. L'acte a été qualifié de barbarie inouïe et de sauvagerie, et encore je trouve ça faible. Également lors de cette reconstitution, ils en ont profité pour dire les autres tortures qu'ils ont fait subir à Christophe, comme le fait qu'il lui faisait passer ses nuits dans une caisse pour chiens, même il lui faisait manger des croquettes pour chiens. Il y a eu plein d'autres tortures dégradantes et horribles que clairement je vous passe, j'ai pas forcément envie de tout vous énoncer, même vous ça va vous choquer donc ça ne sert à rien. Également ils ont reconstitué l'acte horrible qu'ils ont fait lors du moment
moment où ils ont dû découper le corps, le brûler, etc. Donc en gros, ils ont fait ça sur un mannequin. Ils ont découpé le mannequin, puis ils l'ont mis dans des sacs poubelles. Ces sacs poubelles, ils les ont emmenés dans un chaudron qui était au sous-sol et qu'ils ont fait brûler. Voilà comment ils ont caché le cadavre de Christophe. Horrible. Apparemment, le fait de refaire cette scène sur un mannequin aurait montré, entre guillemets, les faiblesses, aurait montré la sensibilité de ceux qui ont fait cet acte, entre guillemets si je puis dire. En gros, les suspects, ils ont montré qu'ils n'étaient pas insensibles, il y en a certains qui ont pleuré, il y en a certains où ça s'est vu clairement que ça leur avait pesé de faire cet acte. Après, l'avocat des parents à Christophe a dit clairement que non, il n'avait pas forcément l'impression que ça les avait plus choqués que ça de faire ça, que leur réaction était oui certes sensible mais pas non plus extraordinaire par rapport à tout ce qu'ils avaient fait. Et je veux bien le croire dans le sens où quand tu fais des actes aussi durs, alors oui certes il y a certaines personnes qui peuvent s'en vouloir, mais tu l'as quand même fait, enfin c'est... Voilà, vous m'avez compris. Ah c'est horrible de faire ce genre de vidéo. C'est horrible, c'est un rire nerveux, c'est pas du tout... c'est vraiment horrible. D'ailleurs, je vais vous lire les phrases de l'avocat des parents de Christophe parce que elles reflètent exactement ce qui se passe. Il dit: c'est terrifiant, il a été torturé cruellement pendant des semaines. Une fois mort, il a été débité comme une vulgaire carcasse et brûlé comme un simple déchet. Et c'est exactement ça, c'est horrible de considérer une vie humaine comme ça. Et pour ceux qui pourraient se demander s'il n'y aurait pas eu des gens qu'ils auraient entendu, par exemple des voisins, eh bien non. Pas du tout, les voisins n'ont rien entendu, il n'y avait rien de suspect pour eux en tout cas. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi apparemment ça aurait autant dégénéré et ça aurait fait qu'ils en seraient arrivés là. Encore une fois ici, les faits divergent pas mal, mais par rapport aux reconstructions, on a pu établir quelque chose. En fait ça aurait commencé via une dispute qui aurait dégénéré et en fait ils auraient commencé à un peu humilier Christophe, à le traiter en esclave et ensuite à le battre et au final ça en serait arrivé là. Maintenant je vais vous évoquer quelques faits qu'elle a énoncé la propriétaire puisque oui, la maison à Villers-Faucon était une location. Donc la propriétaire elle a dit qu'au début elle aurait jamais cru pouvoir s'imaginer un tel scénario parce que quand elle a rencontré le couple avec ses enfants, ils avaient l'air de personnes normales, de personnes civilisées, même très respectueuses. Mais au final, au fur et à mesure du temps, elle a vu qu'il y avait quelques trucs qui allaient pas, comme le fait que ils mettaient du temps à payer leur loyer, que quand elle venait, ils entrouvraient la porte, mais ils laissaient pas du tout rentrer la propriétaire comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Et au final, en fin 2012, c'est une maison complètement dévastée qu'elle retrouve la propriétaire quand elle y rentre après tout ce qui s'est passé, vu que ils sont mis en examen, etc. Et donc cette maison a été relouée par la suite et la nouvelle locataire, elle comprenait pas trop pourquoi, mais il y avait un petit souci, c'est qu'en gros, il y avait plus de poignées au niveau des portes, il y en avait qu'une seule qui servait à ouvrir toutes les portes, et ça en fait du coup ils vont le comprendre plus tard quand ils vont savoir toute l'histoire. Pareil, il y avait du carrelage muro noir qui était posé à l'entrée, il y avait des tuyaux fondus au plafond de la petite cave, enfin plein de trucs ultra bizarres. Et en fait, on va apprendre par la suite que le carrelage avait pour but de cacher les traces de découpage du corps. Et ce qui avait donc causé les dégâts qu'il y avait au sous-sol, c'était la chaleur intense du corps qui avait été calciné. En novembre 2015, la compagne du petit frère va témoigner. Donc elle va dire que tout a basculé le 20 mai 2014 au moment où justement la gendarmerie est venue au domicile du petit frère. En gros, la porte a été ouverte, les gendarmes ont débarqué à l'intérieur sans vraiment rien dire, sans poser de questions ni rien, ils sont juste venus, ils ont fouillé un peu de partout. Et à ce moment-là, le petit frère a dit à sa conjointe: je crois savoir pourquoi ils sont là, fais-moi confiance, je n'y suis pour rien. À savoir que sa compagne, elle était pas avec lui au moment où tout ça s'est passé, ils se sont rencontrés moins de 6 mois après, mais ils étaient pas ensemble quoi, ils se connaissaient pas avant, donc elle est hors cause. Et elle va nous dire que pour elle c'est un homme tout à fait normal, tout à fait gentil, mais elle va quand même nous témoigner par la suite des choses que, après avoir appris qu'il était impliqué dans cette affaire là, lui paraissaient bizarres. Comme le fait qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il se réveillait toujours en sueur, qu'il faisait énormément de cauchemars. Elle va témoigner aussi d'un fait, c'est que la grande sœur, elle avait été omniprésente dans son couple et même ils ont dû déménager à cause de ça. D'ailleurs c'était apparemment aussi une personne très agressive, ça en était venu aux mains, elle m'a attrapé la gorge, tiré les cheveux. D'ailleurs le petit frère avait averti sa compagne de se méfier justement de sa grande sœur et même de ses aînés en général. Il en a énormément souffert pendant son enfance, c'est pour ça qu'il a préféré partir de sa famille. À l'âge de 17 ans, donc il est parti sur Rennes et il a fait ses diplômes là-bas, puis par
par la suite, en fait, vers la fin de tout ce carnage, il est réarrivé dans le patelin familial, on va dire. Il faut savoir qu'il disait donc pendant son enfance que sa sœur le maltraitait. Il a déjà été frappé, il avait saigné de l'oreille, il avait averti la police et l'école, mais rien n'a été fait. Donc comme je vous ai dit, quand le jeune homme il est revenu, c'était au comble de l'horreur. Donc cela faisait déjà plusieurs semaines apparemment que Christophe était séquestré et torturé. Apparemment il aurait expliqué à sa compagne qu'on l'avait forcé à faire toutes les choses qu'il aurait faites. Et il disait également qu'il ne comprenait pas pourquoi ses aînés s'en prenaient à Christophe alors que Christophe était un ami de la famille. Le petit frère est également présent le jour horrible, soit quand Christophe est retrouvé décédé et qu'ils ont... Vous m'avez compris, j'ai pas besoin de redire le mot. Son grand frère lui a dit si tu es un homme, coupe. Et lui il a dit non, il pouvait pas. Donc le jeune homme il assume totalement tout ce qu'il a fait, tous les faits qu'il a entrepris, etc. Mais par contre il veut qu'il comprenne qu'il est pas le meneur dans cette histoire. Il a l'air vraiment de se sentir un peu mal de cette histoire et donc on peut se demander mais s'il se sent autant mal et si vraiment il sentait pas bien de tous les faits qui ont été effectués envers Christophe, pourquoi il l'a pas ouvert plus tôt, pourquoi il est pas allé voir les autorités ou pourquoi même il en a juste pas parlé plus tôt à sa compagne. Et en fait il a répondu qu'il savait que sa famille était mauvaise et même qu'ils avaient essayé de l'empoisonner. S'il parlait, il avait menacé de s'en prendre à moi. De plus, il faut savoir que le petit frère a voulu porter plainte, et a même porté plainte d'ailleurs contre sa sœur en août 2013, et il a voulu en même temps parler de cette histoire. Il a dit aux policiers qu'il avait des informations sur une disparition, mais apparemment il n'aurait pas été pris au sérieux. Le 24 avril 2014, c'est au tour de Gilles Lefebvre de quitter sa compagne, soit la grande sœur. Il retourne donc à son domicile familial, donc chez sa mère, et là en fait il va arriver clairement en pleurs et sa mère elle va lui proposer autour une cigarette de lui raconter ce qui ne va pas et là il va tout lui déballer. Comment la victime a continué à être maltraitée par la grande sœur, comment Christophe est resté accroché à un radiateur, comment il a subi des violences donc suite au, par exemple au couteau qu'a fait la grande sœur, voilà. Et il explique également comment il essayait d'aider Christophe au mieux, c'est-à-dire de le soigner, de lui donner à manger en cachette. Et puis un jour le grand frère l'appelle et lui dit qu'il faut qu'il vienne. Et là il découvre Christophe décédé. Il dit que le corps il était prêt dans le couloir comme les chaudrons. La mère elle va expliquer, il voulait donc que... le corps et apparemment Gilles n'aurait pas pu. Sa mère lui pose la même question qu'on pourrait se poser pour l'autre personne, c'est-à-dire pourquoi il n'en a pas parlé plus tôt, pourquoi il n'est pas allé déballer tout ça et tout simplement parce qu'il avait peur, il a dit que c'était complètement des cinglés et que s'il disait tout ça il savait pas ce qu'il pouvait craindre à sa vie quoi en gros. Comme la femme du petit frère, la mère de Gilles estime que les personnes qui sont le plus coupables dans cette histoire est le grand frère et la grande sœur, même si elle pose beaucoup plus encore sur la grande sœur. D'ailleurs à savoir que cette femme aurait menti à la mère de Gilles dès le début de leur relation en disant qu'elle était fortunée, qu'elle avait de l'argent etc alors que ça n'avait absolument rien à voir. Donc ils se sont rencontrés en 2009 à savoir et sa mère avait dit qu'elle n'avait jamais senti cette femme. Donc 2009, il se rencontre avec Gilles et la grande sœur. 2010, les liens avec la famille de Gilles sont coupés, la femme le garde exclusivement pour elle. Et du coup, en 2013, la maman elle retrouve son fils et elle est choquée parce qu'il est amaigri, il vient avec une histoire de meurtre, il vient avec plein de culpabilité. Enfin bref, elle reconnaît pas son enfant. Elle va également dire que son fils du coup a été sous l'influence de toute cette famille malhonnête, mauvaise. Maintenant je vais vous parler d'autre chose, c'est que chez la grande sœur il y a des objets un peu insolites qui ont été retrouvés, je ne sais pas si je peux le dire en fait sur YouTube en soi, mais si je vous dis des objets SM, je pense que vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas, regardez sur internet l'abréviation, je pense que vous allez trouver. Mais je vais appeler ça comme ça pour pas avoir de problème. Donc en gros, lors d'une perquisition en 2014, il y aurait eu des fichiers un peu étranges qui auraient été retrouvés sur son ordinateur. Et il y aurait eu aussi une photo très troublante d'un des enfants de son grand frère qui aurait eu une blessure et on ne saurait pas trop comment il se serait blessé. Apparemment ce ne serait pas elle, mais elle aurait le cliché, enfin c'est un peu bizarre.
sachant qu'elle est accusée en tout cas d'avoir blessé Christophe. Et là elle a des photos de l'enfant blessé, c'est un peu étrange en fait, on sait pas trop là-dessus mais c'est un fait en plus. Le grand frère donc qui est accusé comme celui qui serait la tête en fait de toute cette histoire persiste à nier les faits puisque oui, il nie absolument tout. Il dit qu'en fait les gens ont inventé cette histoire dans leur tête et qu'il n'y a aucune chose qui est vraie. Gilles Lefebvre a été très coopératif avec la police, notamment au tribunal, etc. puisque c'est lui qui a partagé beaucoup de faits qu'on sait à l'heure actuelle. Et donc il aurait dit notamment que le grand frère a dit regardez j'ai un nouveau truc, il a appuyé sur le pied à Christophe, du coup Christophe a ouvert la bouche et il lui a mis une cigarette non éteinte dans la bouche et en fait c'était sa nouvelle attraction, sa nouvelle lubie. Il a employé les termes c'est mon nouveau cendrier. Voilà. Il dit également que ce jour-là, le grand frère lui a arraché des bouts de chair aux doigts de pied avec un coupe-ongle. Et il a assumé également qu'il lui avait coupé un bout au couteau. Voilà. Également, apparemment, le grand frère aurait forcé Christophe à manger ses propres excréments. Par la suite, forcément, il aurait vomi, ce que tout humain aurait fait après avoir mangé ses excréments. Et le grand frère lui aurait dit « Je t'autorise à aller aux toilettes, mais tu vas à quatre pattes, comme un chien. » En fait, c'est horrible de traiter une personne humaine comme ça. Mais cependant, le grand frère, du coup, au tribunal, à la police, à qui vous voulez, il niera tout et il ne parlera absolument de rien. Par ailleurs, plusieurs personnes lui ont tendu la perche en lui disant s'il faut parler, c'est le moment, vas-y, parle en gros. Et il disait à ces personnes, je n'ai rien à ajouter. Cependant, truc étrange, c'est qu'il reconnaît sa participation à la... et au fait qu'ils l'ont brûlé, mais il dit que c'était dans la tête de Gilles, donc en fait il le reconnaît sans trop le reconnaître en fait. Mais en tout cas auprès de la justice il l'a reconnu. Le 26 mars 2018, les peines ont été attribuées et merci. Donc là je vais vous lire pour vous énumérer chaque peine et je vous les afficherai sûrement sur l'écran. Elle a réclamé la peine maximum, la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté à l'encontre du grand frère, 25 ans de réclusion assortie de 2/3 à l'encontre de Gilles Lefebvre, 25 ans à l'encontre de la sœur, donc de la grande sœur, 15 ans à l'encontre du petit frère, 10 ans à l'encontre de l'ex-femme du grand frère. Les 4 premiers sont coupables d'actes de torture et de barbarie en réunion et de séquestration suivie de mort. Et Coralie, donc l'ex-femme au grand frère, est coupable de non-dénonciation de crimes et de séquestration. Alors également, ce jour-là, ils ont énoncé la liste complète des sévices qu'ils ont fait, mais encore une fois, je vais vous épargner ce détail-là parce que en vrai, c'est ultra dur à entendre et j'ai pas trop envie de tout vous énumérer encore une fois, je préfère répéter. Mais ce jour-là, voilà, il y a vraiment toute la liste qui a été énumérée. Tout ça pour vous dire que on ne sait pas encore à l'heure actuelle réellement comment et pourquoi Christophe est mort. Et c'est quelque chose d'horrible parce qu'en fait on a l'impression que c'est soit juste pour un amusement, soit par rapport à une dispute qui a éclaté, mais est-ce que ça méritait vraiment de faire autant souffrir un humain? Je ne pense pas. Mais on ne saura jamais réellement parce qu'il y a tellement d'avis qui divergent, il y a tellement de choses qui ne sont pas dites que personne ne saura. Et c'est le plus horrible pour les parents à Christophe, je trouve, c'est d'être toujours dans cette phase où on ne sait pas en fait, on ne sait pas pourquoi on a fait souffrir notre enfant, on ne sait pas pourquoi on lui a fait subir autant de choses, on ne sait pas pourquoi il est mort. Est-ce que sa mort a vraiment été pour quelque chose ou est-ce que ça a été juste pour du simple amusement? Et ils ne sauront jamais en fait, c'est quelque chose d'horrible. Voilà, j'ai essayé d'être pas trop touchée par cette histoire, j'ai essayé de vous énumérer les faits, les choses le plus claires possible, j'espère que ça aurait été le cas en tout cas, mais c'est quelque chose qui me touche énormément, pas par le fait que je l'ai vécu loin de là, mais par le fait que je trouve que c'est quelque chose d'horrible et que personne n'a besoin de le vivre. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura quand même plu, même si c'est pas un sujet qui doit plaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et si vous voulez d'autres vidéos à ce sujet-là, je vous le ferai. Même si vous voyez que ça me met dans des états un peu patraques, je vous le ferai, il n'y a pas de problème. Je pourrais toujours chercher des cas comme ça, voilà, de disparition, de meurtre, de suicide, etc. Donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!